Souvenons-nous, le 24 avril 1990, la navette Discovery emportait dans son énorme soute le premier télescope spatial dont vous voyez ici la maquette réalisée par mon ami Louis Dumont, Hubble. Un véritable événement dans le domaine de l'astronomie. Pourquoi ? Parce que pour la première fois, un télescope n'était plus sur Terre, mais il était au-dessus de l'atmosphère qui constitue en quelque sorte un frein à la transmission des ondes radioélectriques. En quelque sorte, c'était pour la première fois une fenêtre sans rideau ouverte sur l'univers. Et d'emblée, les résultats des premières images qui étaient prises, c'est très important dans le champ, dans le domaine visible, ont ébloui la communauté des astrophysiciens. Depuis les objets les plus proches, c'est-à-dire notre cortège dans le système solaire avec les planètes géantes, Jupiter, Saturne, jusqu'aux objets les plus éloignés, presque, à la naissance de l'univers, à 12,6 milliards d'années-lumière, la naissance des galaxies, en passant par ces nuages de poussière et de gaz, véritables pouponnières d'étoiles dans lesquelles naissent, en quelque sorte, des systèmes solaires. Telle a été donc cette féerie. Mais cette féerie n'a été qu'une infime partie de ce que l'on pouvait voir dans l'univers. Pourquoi ? Vous savez, l'univers est en perpétuelle expansion et même ça n'a fait que s'accélérer. De fait, les galaxies se fuient, s'écartent les unes de les autres. Et de fait, la lumière que nous recevons, qu'elle nous envoie, subit ce que l'on appelle un glissement de fréquence. Autrement dit, cette lumière va passer en quelque sorte du bleu, de l'ultraviolet, vers les grandes longueurs d'onde, c'est-à-dire le rouge, l'infrarouge. Et donc, vous vous souvenez, nous, avec nos yeux, Hubble, avec son télescope, ne voit que dans le visible, c'est-à-dire grosso modo de l'ultraviolet jusque proche infrarouge. Et donc, de fait, si je voulais regarder l'univers dans l'infrarouge, c'est-à-dire le plus lointain possible, eh bien, il fallait que je me dote d'un nouvel engin. C'est ça, la clé du nouveau télescope, le James Webb. Mais ce n'est pas tout. Hubble, quand il regarde cette étoile, cette galaxie, il ne voit qu'un amas. Pas de détails. Par contre, en infrarouge, on voit des détails. On voit la formation ici de l'étoile avec les restes de sa formation, un halo de gaz et de poussière. Mieux encore, peut-être la plus belle image pour moi que nous a délivrée Hubble. Regardez, c'est la nébuleuse de l'Aigle. Les piliers de la création. Vous voyez, cette espèce de nuage de poussière et de gaz avec ça et là quelques étoiles. Eh bien, avec ça, c'est dans le visible. Et voilà ce que ça donnerait dans l'infrarouge. On traverse les nuages de gaz et de poussière et apparaissent, vous voyez, des centaines, des milliers d'étoiles. Mieux encore, Hubble a permis, de frôler les limites de l'univers, la naissance de l'univers. Il s'en est approché, à 800 millions d'années, presque 1 milliard d'années. Mais, de fait, on veut encore aller plus loin. Et donc, dans ce fond de l'univers qu'a fait Hubble, galaxie, regardez bien, il a découvert, vous voyez, ce petit point rouge ici, c'est-à-dire la galaxie la plus éloignée de nous, presque à la naissance de l'univers, quasiment 800 millions d'années après la naissance de l'univers. Mais on ne voit pas grand-chose. Et donc, de fait, si je veux avoir plus d'informations grâce à l'infrarouge, il va falloir que je collecte ce signal qui est très faible. Et un signal très faible, il faut une grande surface de réception. Et donc, au lieu d'avoir un miroir de Hubble de 2,4 mètres de diamètre, on va avoir un miroir, cette fois-ci, 10 fois plus grand, de 25 mètres carrés. C'est ça, l'un des secrets du nouveau télescope spatial, le James Webb. Résumons-nous. Le James Webb télescope, c'est d'abord deux choses. La première, c'est d'abord un collecteur plus grand de lumière, c'est-à-dire un miroir plus grand, 10 fois plus grand que celui de Hubble. On passe d'un diamètre de 2,4 mètres à 6,5 mètres. Deuxième idée, il va regarder non plus dans le visible comme Hubble, il va regarder dans l'infrarouge, c'est-à-dire le plus loin possible dans l'univers. Seulement voilà,
L'infrarouge, c'est la chaleur. Ce sont des ondes longues. Et donc, il fallait se protéger du rayonnement, bien entendu, du Soleil, mais également du rayonnement de la Terre. Et donc, on a doté le James Webb d'une espèce de, disons, de parasol, qui est constitué d'une matière étonnante. Il y a 5 couches d'un isolant extrêmement mince, 2 centièmes de millimètre. Et puis, deuxième idée, il fallait l'éloigner du rayonnement solaire, tourner le dos en quelque sorte au soleil, et pour cela, eh bien, on a été le percher, si j'ose dire, après la mise en orbite, au point de Lagrange. Le point de Lagrange, c'est quoi? C'est l'endroit où l'attraction du soleil et de la Terre s'équilibre. Et vous l'avez compris, c'est à 1,5 million de kilomètres de la Terre, mais ça donne une stabilité et ça fait donc des économies de combustible. Et donc c'est la durée de vie de télescope qui est en jeu. Reste tout de même que cette merveille, cette technologie extrêmement complexe pose un autre problème. Vous avez vu l'envergure du télescope, eh bien il va falloir replier tout cela pour que ça tienne sous la coiffe d'une fusée. Donc il fallait trouver un moyen de lancer ce paquet dans l'espace. Plus de navettes de disponibles, il restait donc les fusées. Et la seule qui présentait une très grande coiffe et qui est un engin extrêmement fiable, ben oui, fort heureusement pour nous, c'est Ariane 5. Il a donc été lancé depuis Kourou, en Guyane. Seulement, c'est pas tout. Il a fallu loger cet énorme engin, en quelque sorte un peu comme une chrysalide, tout replier pour que ça tienne, je dirais dire, au millimètre près, sous les 5,4 mètres de diamètre de la coiffe de l'Ariane 5. Et durant le trajet, eh bien, va commencer, j'oserais dire, le déploiement. C'est-à-dire qu'il va d'abord déployer un panneau solaire pour l'énergie, ensuite les antennes pour les télécommunications, et puis ensuite il va falloir déplier l'immense parasol. Ça aussi c'est une opération extrêmement technique qui va nécessiter le fonctionnement d'une centaine de petits moteurs, puis après déployer, déplier, parce qu'il a été replié sur lui-même, le miroir central, de façon à ajuster les 18 morceaux de cette mosaïque, ajustement qui va se faire, tenez-vous bien, c'est incroyable, au centième de millimètre près. Et puis il va arriver à poste au bout d'1 mois. Et après une série d'essais durant 5 mois, le 6e mois, on va avoir donc les premières images que l'on attend tant du fonctionnement de ce télescope. Je résume, un programme extrêmement ambitieux, extrêmement complexe, très risqué, qui a débuté il y a 30 ans, vous voyez, c'est pas rien, et coût de l'opération, tout de même, elle n'est pas négligeable, allez, oui, c'est ça, 10 milliards de dollars, mais tout de même, je crois que le jeu en vaut la chandelle.